Bonjour Thierry Coville. Oui, bonjour Pascal. Vous êtes spécialiste reconnu de l'Iran qui vient de connaître des élections présidentielles dont le moins que l'on puisse dire, c'est que le suspense n'était pas insoutenable. Oui, on a envie de dire que les Iraniens ont une expression, ils parlent d'ingénierie des élections. Et là, l'ingénierie des élections par le groupe autour du guide a particulièrement bien marché. Parce qu'on voit très clairement qu'il y avait toute une stratégie qui a été mise en place par le groupe qui défend le principe de velléité fari. Pour faire simple, celui qui veut la supériorité du religieux sur le politique, qui est le groupe, on va dire, des durs autour du guide. Et ils voulaient, pour un certain nombre de raisons, je pense qu'il faudra développer plus tard, que ce soit un dur qui contrôle, qui soit élu président de la République. Et là, ils ont tout fait pour ça, et notamment, ils ont le Conseil des gardiens, qui est l'institution qui sélectionne les candidats aux élections présidentielles et aux élections législatives. Et là, il y a eu 7 candidats sélectionnés, et c'est quasiment sans précédent en Iran. Même les conservateurs modérés ont été, comme Ali Larijani, ancien président du Parlement, n'ont pas été sélectionnés. Et il n'y avait que des durs, je crois qu'il y avait 5 durs, et 2 figures qui sont révélées modérées, mais absolument inconnues du grand public. Donc, pour répondre à cette question, tout était fait pour qu'un dur soit élu, et ça a été le cas. Et pourquoi cela? Puisque l'on dit que le président n'a pas beaucoup de pouvoir par rapport au guide suprême, c'est que donc il en a quand même. Oui, alors c'est complexe dans le cas de l'Iran. C'est-à-dire, effectivement, le guide est le numéro 1 du système politique et a le plus de pouvoir. C'est lui qui va donner le là, qui donne les grandes directions, notamment pour la politique internationale. Quand il y a des grandes décisions, aucune grande décision peut être prise en Iran sans son aval. Et il a beaucoup de pouvoir, c'est lui qui a le plus de pouvoir. D'un autre côté, le président, c'est lui qui mène la politique quotidienne du pays. Je veux dire, il a un gouvernement, il mène la politique quotidienne, il gère les négociations, notamment sur le nucléaire iranien, au jour le jour. C'est lui qui va mener la politique économique du pays, la politique sociale, la lutte contre le Covid actuellement. Donc le président, en ce qui concerne, il mène l'exécutif, il a quand même beaucoup de pouvoir en Iran. Donc très clairement, je pense que la volonté du guide, c'est de contrôler tous les pouvoirs. Son groupe veut contrôler tous les pouvoirs. Il contrôle déjà, on a parlé du Conseil des gardiens, qui sélectionne les candidats aux élections législatives et présidentielles. Il contrôle déjà le Parlement depuis l'élection législative de 2020. Et là, il veut contrôler le poste de président. Je pense qu'il sent que l'Iran rentre dans une période, pas compliquée, mais décisive. Et là, son idée, c'est vraiment de contrôler tous les pouvoirs. Compliqué, ça fait des années que l'Iran est dans une situation compliquée. On a l'impression à la fois que la situation s'est aggravée sur le plan économique, sur le plan des libertés, si c'était possible, et qu'en même temps, il y a un désintérêt, on n'a pas été beaucoup voté. Oui, alors, en ce qui concerne la gravité de la crise économique, il faut quand même dire, bon, il ne s'agit pas de dire que toutes les difficultés économiques actuelles sont le résultat des sanctions américaines. Mais la dégradation de l'environnement macroéconomique depuis 2018, c'est 95% des sanctions américaines qui ont quand même conduit à un effondrement des exportations de pétrole de l'Iran, qui représente 70% des exportations et 40-50% des recettes budgétaires du gouvernement. Mais donc comment le régime peut tenir? Alors la stratégie de Trump, c'était bien d'étrangler économiquement pour qu'il y ait ce chaos constructif et une révolution qui renverse le régime. Alors ça a marché pour plonger l'Iran dans la crise économique la plus grave depuis la révolution iranienne. L'Iran a connu, d'après le FMI, une récession, je crois, de 5-6% en 2018-2019. 2020, il y a un petit rebond, mais l'économie a touché le fond, puis surtout une inflation de 40-50%. La monnaie s'est effondrée, donc le chômage qui était déjà élevé a explosé, on peut penser qu'il est autour de 20%. C'est une catastrophe pour les jeunes diplômés en Iran. Une grande partie des Iraniens, on parle de 8 millions d'Iraniens qui sont tombés de la classe moyenne dans la pauvreté depuis 2011. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'Iran, c'est pas simplement les années Trump. L'Iran a eu des années très très difficiles au début de la décennie 2010, à cause à l'époque des sanctions américaines et européennes. On va dire, l'Iran a traversé une décennie catastrophique, marquée par les sanctions et une économie en crise pendant toute la décennie 2010. Alors comment ça se passe? C'est que quand l'économie va mal et que les gens doivent se serrer une ceinture qui n'est quand même pas très large, est-ce que les gens en veulent au régime ou est-ce que les gens en veulent à l'étranger? Alors, ce qui est intéressant dans le cas de l'Iran, et c'est là où on voit les limites de la stratégie de Trump, c'est que l'économie s'est effondrée et tout le discours de Rouhani qui a consisté à dire parce qu'il y avait la crise quand il est arrivé, il a dit je vais négocier un accord avec les Américains, les sanctions vont être levées et la situation économique va s'améliorer. En même temps, je pense qu'il avait un agenda d'ouverture politique et sociale. Tout son programme a été complètement piétiné par la politique de Trump. Donc en 2018, quand l'économie est tombée dans la crise,
il n'avait plus rien à dire aux Iraniens. Et moi, je l'ai senti parce que je suis allé en Iran plusieurs fois entre 2018 et 2019. Mais c'est normal, je pense qu'en France, ce serait pareil. Il y a une colère. Les gens espéraient beaucoup, en fait, de l'accord sur le nucléaire. Ils pensaient que ce qu'ils avaient vécu au début des années 2010, c'était fini, on passait à autre chose. Et là, il y a une colère. Les gens en veulent, sont énervés. C'est vrai que la situation sociale est catastrophique. Donc, il y a une vers colère. qui se dirige cette Alors, colère? la colère, je pense, elle s'est dirigée vers le gouvernement. Je veux dire, je pense que dans ces cas-là, tous les problèmes qui existent déjà sont amplifiés. Et moi, j'étais frappé, j'étais en Iran en 2018 avec l'IRIS, j'étais frappé de la dureté des critiques, même des critiques, non, mais des choses tout ce qui allait mal, c'était la faute du gouvernement. Donc je pense que ça a déclenché une colère, et c'est le gouvernement, c'est Rouhani qui dirigeait le pays, qui était président, qu'on a fait les frais. C'est quand même facile pour le guide, toujours, qui a quand même validé l'accord. En fait, en gros, il a laissé Rouhani prendre tout le coup de la crise. Et en plus, je pense qu'il y a eu un mécontentement, pas simplement économique. Les classes moyennes urbaines lui ont voulu quand même de ne pas avoir plus résisté aux radicaux. Parce qu'on a eu le sentiment que, donc, à partir du moment où les États-Unis sont sortis de l'accord, la crise économique a commencé, il a senti qu'il n'avait plus grand-chose à proposer aux Iraniens. Et il s'est rangé quand même du côté du guide. J'en vois quand même, quand il y a eu les grandes manifestations en 2019 et une répression quand même sévère de la part des autorités avec des centaines de morts, il n'a rien dit. Donc, les classes moyennes, on va dire toute la population lui en veut, les plus pauvres lui en veulent, puis la classe moyenne urbaine lui en veut à cause de la situation économique, et lui en veut aussi de ne pas avoir résisté aux radicaux. Alors c'est un peu paradoxal, c'est que la population en veut plus au président modéré qu'au régime par lui-même, qui est quand même largement responsable de la situation. Alors, et il n'y a pas de colère contre les États-Unis. Alors oui et non, je pense qu'il y a aussi un phénomène qui est assez clair en Iran, c'est qu'il y a un sentiment, je pense justement, cette classe moyenne urbaine qui vote pour les modérés, on va dire depuis Ratami, depuis la fin des années 90, on sent de plus en plus, on entend ces slogans maintenant en Iran, modérés, conservateurs, c'est la même chose pour nous. Donc il y a un désintérêt maintenant de la chose politique dans cette classe moyenne urbaine, d'ailleurs qui s'est déjà manifesté avec un taux de participation relativement faible aux élections législatives, qui a donné la voie libre aux conservateurs qui ont gagné la majorité au Parlement. Et là, c'est ce qui vient de se passer. Il y a eu un taux de participation de 48%, même il serait même plus faible si on compte les bulletins blancs qui sont très élevés, ce qui est encore un signe. Et très clairement, cette classe moyenne urbaine, elles se sont plus concernées par la chose politique. Donc pour répondre à cette question, je pense qu'il y a un phénomène de désintérêt. Les gens en veulent à Rouhani et quelque part ils se disent finalement, on croyait à la voie modérée, on se rend compte que finalement ça ne mène à rien. Donc là, et c'est une certaine maturité de la population iranienne, et finalement on ne va plus voter. Mais il y a un peu un paradoxe, c'est qu'on a l'impression que le régime ne se réforme depuis le temps qu'on parle d'une ouverture, etc. Ils n'ont pas été aidés par Trump, c'est clair, et en même temps qu'il ne s'effondre pas. Donc est-ce que l'on est avec ce type de régime pour très longtemps? Est-ce que le régime n'est ni réformable, ni changeable? C'est une question compliquée. Je pense qu'il faut arrêter de voir l'Iran comme tous les pays, c'est une situation complexe. Donc dans la population, je pense qu'il y a différentes catégories. Pour répondre à cette question sur l'anti-américanisme, je pense qu'il y a une base populaire, souvent qui travaille pour des entreprises liées au système politique. C'est là où c'est compliqué, parce que le guide et les plus durs, ils contrôlent, je pense, au moins 20-30% de l'économie. Donc il y a 30% de la population, quoi qu'il arrive, qui vote pour le régime. Donc elle, effectivement, qui va scander les slogans anti-américains, etc. Il y a cette classe moyenne urbaine qui croyait à la modération, qui a voté régulièrement, faut se rappeler, ça fait depuis la fin des années 90, toutes les élections, en situation normale, c'est des modérés qui gagnent, mais qui là, pour un certain nombre de raisons, qui est déçu, et puis il y a les autres de toute façon qui vont jamais voter. Donc, pour répondre à ta question sur les possibilités de changement, là je pense qu'il y a sans doute un blocage du côté des évolutions politiques. Et là je pense que le gouvernement, le discours des durs, ça a toujours été de dire écoutez, ce qui intéresse la population, ce n'est pas les questions politiques, ce n'est pas les questions sociales, c'est l'économie. Là, on va voir, parce que là, maintenant, il ne peut plus dire que c'est les autres. Il va être en première ligne. La situation économique va peut-être s'améliorer, parce que s'il y a un accord avec les Américains, mais en ce qui concerne des réformes d'ampleur, je pense que les revendications économiques et sociales elles vont rester, et là, on verra ce que va faire le gouvernement de Raisi. Alors, ce qui a un peu surpris, c'est que le nouveau président s'est dit favorable, et que le guide, surtout, s'est dit favorable à des négociations. Est-ce que tu es optimiste sur le fait qu'après avoir cassé l'accord nucléaire signé le 14 juillet 2015, on puisse en trouver un nouveau? Et est-ce que les demandes ne sont pas trop éloignées, les Américains demandant à ce qu'on élargisse le champ de la négociation, mettant aussi les missiles et le comportement extérieur de l'Iran, et l'Iran qui demande lever d'abord les sanctions et ensuite on négocie?
Bon, alors cette question, moi je réponds toujours, en fait, il faut bien comprendre, c'est le guide qui gère toutes ces questions-là. Depuis la sortie des États-Unis de l'accord en mai 2018, le guide a répondu plusieurs fois, oui, Trump déchire l'accord, moi je vais y mettre le feu. Il n'en est jamais sorti. Et pourquoi il n'en est pas sorti? Le système iranien, et c'est là il ne faut pas se tromper, pour répondre à ta question sur pourquoi ils sont toujours là, ils sont très calculateurs, très rationnels, très pragmatiques. Ils ont fait le pari ou le calcul qu'il y aurait des élections aux États-Unis fin 2020 et qu'il pourrait y avoir un nouveau président qui voudrait revenir dans l'accord. C'est ce qui est arrivé. Donc il ne va pas changer maintenant sa stratégie alors que ce qu'il voulait est arrivé. Donc je pense qu'ils ont toujours été favorables à un retour des États-Unis dans l'accord. Par contre, c'est très clair, et je pense que c'est pour ça que le guide et son mouvement veulent contrôler tous les pouvoirs. Ils veulent que les négociations avec les États-Unis soient simplement sur l'accord sur le nucléaire de 2015. Donc ils veulent que les États-Unis reviennent dans l'accord, annulent les sanctions. Pour le guide, et je crois que Raisi l'a dit lors de sa première conférence de presse, il n'est absolument pas question, mais c'est très clair, d'ouvrir des négociations sur un nouvel accord sur le nucléaire, sur le programme balistique de l'Iran et sur la politique régionale de l'Iran. Ça, c'est assez clair. Et en même temps, pour les Américains, c'est difficile d'accepter de revenir dans l'accord, tout en disant aux Saoudiens et aux autres alliés, l'Iran pourra continuer à agir contre vous. Donc il y a quand même une exigence américaine dès la négociation. Donc on risque assez vite d'aller vers une impasse où est-ce que les Américains ont tellement intérêt à revenir qu'ils pourraient accepter, dans un premier temps, de revenir que dans l'accord initial nucléaire? Alors effectivement, moi j'ai un peu suivi les nouveaux pas de l'administration américaine. Au début, je pense qu'ils étaient sur cette ligne. Ils ont cru que, voilà, ils disaient toujours, on va négocier avec l'Iran pour revenir dans l'accord 2015, ouvrir des négociations sur un nouvel accord et sur le programme balistique iranien et la politique régionale de l'Iran. À partir du moment où ils ont accepté de négocier dans ces négociations de Vienne avec les autres signataires de l'accord pour revenir dans l'accord, je pense qu'ils ont un peu mis de l'eau dans leur vin et qu'ils sont maintenant sur l'idée qu'on va d'abord diminuer la tension du côté du nucléaire iranien, donc revenir dans l'accord, annuler les sanctions. Déjà, je pense que ça va diminuer les tensions, on verra ce qui se passera après. Et je pense qu'ils ont quand même rencontré régulièrement effectivement on va dire leurs alliés saoudiens et israéliens, c'est le message qu'ils ont fait passer. Et d'ailleurs, on voit très bien à quel point les Saoudiens et surtout Israël est furieux. Hein, parce qu'actuellement, les négociations à Vienne, c'est quand même pour que les États-Unis reviennent dans l'accord de 2015. Je pense qu'ils ont compris, à mon avis, ils ont raison, ils sont réalistes, ils ont compris que ce n'était pas possible de faire tout en même temps. Il y a une telle colère en Iran, notamment du côté des durs, il y a une telle méfiance vis-à-vis des États-Unis, moi je pense que c'était absolument impossible de dire aux Iraniens, écoutez, ok, maintenant, effectivement, on a sorti de l'accord en mai 2018, on va négocier un nouvel accord. C'était impossible. Donc je pense que c'est la bonne stratégie. Effectivement, ça s'annonce difficile d'ouvrir des nouvelles négociations avec l'Iran, notamment avec ce nouveau gouvernement. Alors ce que l'on reproche à l'Iran au niveau extérieur, c'est le Yémen, avec l'aide aux Houthis, c'est aussi le soutien à Bachar el-Assad, le soutien au Hezbollah et le soutien au Hamas, même s'il y a eu de la friture dans la ligne entre ces deux, ce qui d'ailleurs met en pièces un peu la ligne de fracture chiite-sunnite dont on nous dit qu'elle est l'alpha et l'oméga de la division de cette partie. Sur ces 4 dossiers différents, quelle peut être l'attitude de l'Iran et peut-être plus largement, est-ce que l'Iran peut se dire, bon, finalement, est-ce qu'on n'a pas intérêt nous-mêmes à avoir un profil un peu plus bas? On veut déstabiliser la région pour être tranquille, mais en fait, ça ne nous a pas amené. Donc, est-ce qu'il pourrait revenir pour, selon la formule bien connue, à la révolution dans un seul pays? Je pense, de toute façon, la ligne de conduite du pouvoir iranien et cette mouvance proche de la vérité farouche contre l'Iran, c'est le rapport de force. Donc, et ils sont quand même très calculateurs. Donc, il faut bien voir, je ne pense pas qu'il y avait une stratégie, contrairement à ce qu'on dit, d'expansion, d'hégémonie iranienne dans la région. C'est une adaptation aux circonstances. Et je pense que ce qui caractérise la politique étrangère, contrairement à la politique saoudienne, c'est qu'ils s'adaptent à l'environnement et ils arrivent à nouer des alliances. Donc, ils ont développé une influence réelle en Irak. Ils sont présents en Syrie parce qu'effectivement, ils ont gagné sur le terrain, ils sont devenus un partenaire clé de Bachar el-Assad en Syrie. Évidemment, ils sont présents au Liban avec le Hezbollah, ils aident les Houthis. Dans leur idée, ils parlent de profondeur stratégique, c'est-à-dire leur idée, c'est qu'ils sont présents dans la région face à des menaces qui étaient réelles quand même, hein, d'attaques américaines ou israéliennes. La réponse c'est, si vous nous attaquez sur le sol iranien, on met le feu partout. Je pense qu'ils ne vont pas sortir de cette logique tout de suite. Parce que déjà, il y a... Bon, moi, je ne suis pas spécialiste des questions militaires, mais il y a quand même des vrais problèmes sur la capacité de l'Iran d'affronter
dans un combat direct, enfin dans une guerre directe, les États-Unis et Israël, parce qu'ils ont notamment des faiblesses du côté des systèmes antiaériens, etc. Oui, ils ne peuvent que dans une guerre asymétrique. Exactement, voilà. Donc ça, ils y croient beaucoup. Donc pour répondre à ta question, je pense que, et on voit très bien leur logique, c'est cette influence, ils veulent la garder. Parce que à la limite, c'est une question sécuritaire vitale pour eux. Ils sont prêts à donner des gages. Ils pensent d'un autre côté, ils ont bien compris qu'ils ne sont pas gagnants avec des tensions avec l'Arabie Saoudite. Donc même Raïssi est favorable à des négociations avec l'Arabie Saoudite. Mais il ne faut pas croire qu'ils vont accepter que leur influence régionale soit réduite. Je pense qu'ils voient par exemple les négociations avec l'Arabie Saoudite comme on fait baisser les tensions, on accepte le rétablissement des relations diplomatiques. Tant que ça ne coûte pas sur le plan de notre influence stratégique, ok. Alors il y a la question du Yémen, je pense que là il va y avoir des discussions, mais moi je ne vois pas l'Iran céder, par exemple, je ne suis pas dans le cœur des négociations, mais tant qu'ils n'ont pas des garanties, par exemple quand tu as une place centrale pour les Houthis dans les nouveaux arrangements politiques au Yémen. Mais est-ce qu'ils peuvent tenir, parce que l'aide à la Syrie, les interventions, bon, ça c'est pas le prix de l'aide américaine, mais est-ce que le régime peut tenir entre les demandes internes et le soutien extérieur? Il y a quand même une partie de l'opinion qui, en Iran, dit on va cesser d'aider les Palestiniens, on va cesser d'aider les Syriens, occupez-vous d'aider les Iraniens. Oui, alors ça c'est vrai. Ça dans les slogans qui ont été scandés dans les manifestations en 2017, en 2019, il y a arrêtez de vous occuper de la Syrie, de vous occuper du Liban, occupez-vous de nous. Je l'ai dit, avec 10 ans de sanctions américaines contre l'économie iranienne, pour répondre à la question, ils ont arrêté d'investir. Donc c'est pas étonnant, récemment il y a eu des pannes d'électricité en Iran. Quand on n'investit pas pendant 10 ans, au bout d'un moment on le paye. Donc très clairement, l'économie... Alors c'est ça l'erreur avec l'Iran, c'est qu'il ne va pas y avoir une explosion. Les installations vieillissent, il y a quand même des installations de qualité parce que le gouvernement a investi dans les infrastructures en termes d'éducation. Donc il y a un pays qui est quand même assez moderne, qui marche, mais les installations vieillissent, donc il faut qu'ils renouvellent les investissements. Mais l'économie ne va pas s'effondrer. Et pour répondre à ta question, c'est là l'erreur de Trump, c'est de penser qu'en coupant l'argent à l'Iran, ils vont arrêter de financer les milices en Irak, en Syrie, etc. Pour eux, c'est vital. Donc s'ils vont couper l'argent, je veux dire, à la limite, ils vont toujours garder de l'argent pour financer ces groupes-là. Donc je ne pense pas que c'est par les sanctions qu'on arrivera à ce résultat. On arrivera à un résultat avec l'Iran, c'est pas facile, mais en le prenant au sérieux, en prenant en compte leurs impératifs stratégiques et en négociant, effectivement, il y a une question de rapport de force. Alors comment sont perçus les Européens, puisqu'ils ont tenu finalement sur l'accord? Est-ce qu'ils apparaissent comme... trop liés aux Américains et finalement ils n'ont pas fait grand-chose, ou comme émettant quand même une voix différente et autonome de Washington? Alors ça dépend quel groupe on prend en Iran. Je pense que si ta question porte... Les modérés Rouhani, je pense, ont beaucoup misé sur les Européens au début. Moi je lisais la presse iranienne, je voyais que en fait, ils se sont fait tirer dessus à boulet rouge à partir du moment où Trump est sorti de l'accord. C'est pour ça que je pense que Trump a été un allié objectif, comme on dit, des durs, parce qu'il a piétiné le problème de Rouhani. Et la réponse de Rouhani aux durs, c'était « Non, mais les Européens sont avec nous, ils veulent qu'on reste dans l'accord. » Mais les durs et je crois que le guide a fait un discours à ce sujet, et il n'avait pas tort, il a dit « Mais les Européens, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'on reste dans l'accord? Concrètement, est-ce qu'ils ont voulu développer les relations économiques avec nous? » Il a répondu « Non. » Donc du côté des durs, et c'est ceux qui dirigent avec l'Iran maintenant, pour eux, il y a toujours eu... Pour eux, les Européens sont dans le côté des Américains. Mais par rapport à ce qui vient de se passer sur l'accord sur le nucléaire américain, très clairement, on est à la botte des États-Unis. Et pour eux, on n'a absolument rien fait pour contrer les Américains sur ce sujet. Est-ce qu'on peut leur donner tort sur ce sujet? J'en suis pas sûr. Pourtant, les Européens ont manifesté leur soutien à l'accord, donc ça ne suffit pas. Quand on est en Iran et qu'on a une récession de 5 ou 6% chaque année, et une inflation de 40-50%, il y a une partie, 8 millions d'Iraniens qui sont tombés dans la pauvreté, il y a des Iraniens qui achètent des fruits à l'unité ou qui achètent de la viande par crédit. Les entendre dire que les Européens ont soutenu vocalement l'accord, non, manifestement, ça ne suffit pas. Il aurait fallu des gestes concrets qui ne sont pas venus. Il aurait fallu, c'était compliqué, mais je pense qu'il aurait fallu que l'Europe montre qu'elle était prête à s'engager, et éventuellement, en cours des sanctions américaines. On n'a même pas tenté le coup, je veux dire, il n'y a même pas une seule entreprise privée ou publique européenne qui a développé des relations avec l'Iran et qui serait tombée sur le coup des sanctions américaines. On s'est enfui. Donc du côté notamment des durs en Iran, pour répondre à ta question, non, on n'a rien fait pour défendre l'accord. Mais les Russes et les Chinois n'ont pas fait grand-chose de plus.
C'est pas vrai. Je pense, alors les Chinois ont réduit leurs relations économiques, mais les Chinois sont retrouvés les seuls à acheter du pétrole iranien. Alors effectivement, ce n'est pas grand-chose. Les exportations de pétrole de l'Iran sont tombées de plus de 2 millions de barils par jour début 2018 à 200 000, 300 000 barils par jour. Qu'est-ce qui a empêché les Chinois de dire on continue, on vous achète tout? Mais les Chinois ont continué à acheter du pétrole iran. Heureusement qu'ils étaient là. Je pense qu'ils ont acheté en contrebande également, sans vraiment le dire. Et depuis l'élection de Biden, on voit que les achats chinois de pétrole ont commencé à augmenter. Donc les exportations de pétrole de l'Iran maintenant sont à 500 000 barils par jour. Donc je pense que, et même sur la lutte, même les Chinois ont eu peur des sanctions. Ça c'est vrai, mais ils ont continué. Ils ont quand même continué, même en ce qui concerne la lutte contre le Covid, c'est quand même la Chine qui a surtout aidé l'Iran. Et donc même de ce côté-là, on peut quand même regretter que les Européens n'en aient pas fait plus pour aider l'Iran à se battre contre cette épidémie. Est-ce qu'il y a beaucoup de départs, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui fuient le pays? Est-ce que l'Iran se vide, si ce n'est de sa substance, d'une partie de ses élites? Ceux qui sont bien formés, qui ont des métiers valorisants et valorisés et qui se disent je ne vais pas encore vivre 10 ans à coup de restrictions et de menaces stratégiques. Alors, je n'ai pas de statistiques en tête, mais pour répondre à cette question, oui, c'est une vraie question. Bon, qui a absorbé le coût de ces sanctions? C'est la population. Donc effectivement, il y a une paupérisation de la société iranienne. Il y a 800 000 nouveaux diplômés, au moins au niveau licence, chaque année en Iran. C'est catastrophique pour eux, avec un chômage qui est au moins 20%, donc ils se retrouvent beaucoup dans l'économie informelle. Donc j'écoutais un reportage à BBC Persan, il parlait des infirmiers, des infirmières. Il y en a beaucoup qui veulent partir, parce que les Iraniens sont bien formés, effectivement. Je pense qu'il y a une crise économique, ils ne voient pas d'issue. Ils ne voient pas d'issue, et donc effectivement, on a eu beaucoup de tentatives de départ. J'écoutais récemment, là je crois qu'on voit de plus en plus de départs, notamment du côté de la Turquie. Et c'est catastrophique, parce que là, les gens partent dans des conditions pas possibles. Et oui, c'est catastrophique, parce que c'est aussi catastrophique dans le sens où le capital humain est de qualité en Iran. On a vraiment des gens bien formés, de haut niveau, qui se retrouvent sans perspective économique, sans perspective politique maintenant avec Raïssi au pouvoir. Donc effectivement, alors on va voir ce qui se passe du côté de l'économie. Mais si l'économie ne s'améliore pas, on peut avoir une continuation de cette montée d'immigration, c'est clair. Parce qu'effectivement, plus de 40 ans après la Révolution, les gens peuvent, ça fait quand même 2 générations dont on peut estimer qu'à part une très brève période d'espérance qui a duré 1 an, entre la répression, la guerre contre l'Irak, tout s'est effondré et rien n'a réellement redémarré depuis. Alors, il y a eu différentes phases. Moi, j'ai vécu ça, à l'époque j'allais souvent en Iran. Je pense que quand Khatami a été élu fin des années 90, on sentait quand même un véritable espoir en Iran. Oui, il y a Clinton, les relations... Voilà, et puis même lui, on peut dire qu'il n'avait pas les moyens de ses ambitions, etc. Mais il a été élu par une majorité d'Iraniens qui le soutenaient. Même il y avait une majorité réformatrice au Parlement iranien dans les élections de 2000. Et puis effectivement, il y a un échec... Ce qui a fait dérailler, c'est le 11 septembre, l'axe du mal... Alors, il y a plusieurs choses. Et puis Trump. Oui, alors, il y a plusieurs choses. Je pense que le problème des réformateurs, on le voit bien aujourd'hui, c'est qu'ils veulent agir à l'intérieur du système. Or, dans ce système complexe, institutionnellement, qui donne quand même plus de pouvoir aux guides, ils sont bloqués politiquement. Donc on voit qu'ils n'osent pas sortir du système. D'un autre côté, ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout des promesses qu'ils font à la population en matière de démocratisation et de défense des droits de l'homme, très clairement. Je pense que la volonté de Rouhani, et je pense que c'était peut-être la stratégie la plus réaliste. Lui, il voulait que ça passe par l'économie. Et je suis assez favorable à cette idée-là pour l'Iran, c'est que avec des réformes économiques en Iran, un rôle plus important pour le secteur privé, on change le rapport de force en matière d'économie politique. C'était son programme. Il voulait attirer l'investissement étranger. Ça commençait à marcher. 2017, quand les sanctions ont été levées, l'Iran a connu 5 milliards de dollars de flux d'investissement étranger en Iran. Ça paraît peut-être pas grand-chose pour des pays comme la Turquie. C'était les flux les plus élevés en Iran depuis la Révolution. Donc je pense que cette politique aurait pu marcher, mais il aurait fallu, il y a des conditions internes et des conditions externes. On va dire, le gouvernement américain a piétiné cette politique, effectivement, a fait retomber l'Iran politiquement dans un Iran qui est maintenant dominé par les durs, qui n'offre rien politiquement et socialement à la société iranienne. Et peut-être que du côté de Trump, avoir un régime un petit peu épouvantail et en même temps qui s'affaiblit n'est pas une mauvaise opération. Oui, alors c'est aussi ça, il n'y a pas que les États-Unis. On voit très bien que dans la volonté de diaboliser l'Iran, il y a une question qu'on peut poser, c'est est-ce que dans l'équilibre géopolitique, on est prêt à accepter un Iran, une république islamique, entre guillemets, qui se normalise, plus raisonnable, et qui change, qui ne devient pas une démocratie à l'occidentale.
C'est une question qu'on peut poser, parce que je pense que c'était l'objectif de Rouhani. On voit très bien qu'il y a effectivement, il y a peut-être des intérêts à maintenir l'Iran dans ce côté diabolisant, etc. On sait que l'Iran est affaibli, et puis finalement on ne règle pas le problème, c'est la population iranienne qui en paye les fruits, et puis rien ne change. Alors qu'un Iran moderne, un Iran qui se développe économiquement, peut-être que ça changerait les équilibres géopolitiques dans la région. Merci Thierry Coville pour ce tour d'horizon. Je t'en prie.